Bonjour. Euh, en tout premier lieu, bien évidemment, je veux absolument remercier les gens qui m'ont invité à ce colloque, le comité organisateur, le groupe Molière, que je retrouve pour avoir couvert leurs activités il y a plusieurs années comme critique d'art. C'est assez chouette de ce côté-là. Je voudrais aussi absolument m'excuser de ne pas avoir été capable d'être présent les 3 jours du colloque. J'aurais vraiment aimé beaucoup, mais vraiment... euh, on m'a vraiment chargé mon horaire les 2 derniers jours, donc j'ai absolument pas... j'ai regardé la moitié de la première journée en streaming. Donc, il y a des chances que peut-être que je ramène des questions qui ont déjà été traitées ici, mais je vais essayer de... Bon, on discutera de ça un peu plus tard. Euh, je dois avouer que j'ai été surpris par l'invitation du groupe Molière à venir participer à cette table ronde parce que je travaille dans un musée généraliste, donc qui couvre 300 années ou à peu près d'histoire. Donc, je travaille avec des collègues qui s'occupent que de l'art ancien, alors que mon travail est du côté de l'art contemporain. Et même du côté de l'art contemporain, je dois tenir compte des scènes de la peinture, de la sculpture, des arts médiatiques, du dessin aussi, sans pouvoir et sans nécessairement vouloir non plus favoriser l'une de ces scènes. Donc, mon rapport à l'art technologique est quand même relativement éloigné parce que je dois essayer, ou il est tout aussi éloigné que les autres disciplines, c'est-à-dire que j'en suis très proche, mais il faut que je couvre un terrain plus large. Donc, je ne suis pas un spécialiste non plus du marché de l'art. Ça, je laisse ça. C'est des questions qu'on laisse souvent aux galeristes, mais aussi aux évaluateurs avec qui on travaille. On parlait du marché de deuxième vente. La plupart des acquisitions qu'on fait, c'est forcément par des dons. Donc, c'est une forme de second marché. Et donc, on fait affaire avec des évaluateurs qui vont nous donner la juste valeur marchande d'une œuvre. Et donc, je les considère comme plus ferrés que moi pour parler de ce type de questions. Par contre, un musée a forcément un impact sur le marché de l'art contemporain. Mais on remarque, je sais que vous en avez discuté, que depuis quelques années, on est passé d'un monde qui était biennal, avec le type d'événement qui revient sur le modèle biologique à tous les 2 ans ou à tous les 3 ans, et il y a une transformation maintenant avec une rapidité beaucoup plus grande. Puis quand on a des sites transactionnels comme ça, où juste la performance de Jeremy nous le démontre assez clairement, les choses se passent beaucoup plus vite qu'un musée peut malheureusement réagir, parce qu'on est pris avec une structure qui est la nôtre, qui fait en sorte pour un musée d'État, parce que c'est la collection d'État, c'est la collection des Québécois. Il y a toutes sortes de processus qui nous permettent de justement valider chacun des choix que l'on fait pour chacune des acquisitions. Donc, je répète, notre musée couvre du début de la colonie au Québec, du début de l'histoire du Canada jusqu'à maintenant. Et donc, je travaille avec des collègues qui font de l'art ancien et devant qui je dois présenter des œuvres d'art technologique. Et j'adore mes collègues, mais des fois, il faut travailler fort parce qu'il y a parfois des réflexes qui vont dans le sens de... ils ont tendance à voir la technique, la technologie, avant de voir les effets, la qualité ou la pertinence d'une œuvre d'art comme telle. Donc, il faut toujours ramener le contenu par-dessus la technique lors de certaines discussions qu'on a pu avoir. Et aussi, donc, on fait face à la question des foires, c'est-à-dire qu'on ne peut pas nous réagir, je ne peux pas débarquer. D'ailleurs, hier soir, j'étais malheureusement pour nous, mais j'étais à Québec, je représentais le musée à la Foire de Québec, où j'avais clairement pas le mandat d'acheter des œuvres. Donc, même si j'étais là en pré-ouverture pour essayer de voir un peu ce qui se passe, on ne fonctionne pas du tout comme ça. On ne peut pas acquérir des œuvres. Je ne peux même pas, dans une foire, réserver des œuvres parce qu'on a 2 comités par année. Et ces 2 comités-là, par année, se font suite à une série de comités internes, ensuite le comité externe et le CA, le board, doit venir entériner, valider nos choix. Donc, ça se passe dans une durée assez longue. C'est un 4 à 5 mois de processus à chaque fois. Et donc, le temps de réaction ne peut pas s'ajuster à une rapidité qui est celle des foires
Et en ce moment, mais je pense qu'on sera peut-être tous d'accord pour dire que les foires dans le monde de l'art contemporain, mais c'est là où le marché se fait le plus rapidement, en disant qu'ils sont là pour mousser le marché encore plus que les musées. Par contre, on a un impact. L'impact qu'on peut avoir, c'est quand on crée, par exemple, au Musée national des beaux-arts du Québec, on a créé il y a 3 ans un prix, le prix du MNBAQ en art actuel. C'est la 2e édition et ce prix-là vient avec une somme d'argent quand même assez intéressante, donc où on investit à tous les 2 ans 100 000 $ dans une carrière d'artiste. Et donc, en fait, on propose une exposition solo, une publication, il y a une bourse de 10 000 $ et 50 000 $ d'achat pour la collection. Donc, c'est un prix qui a été créé avec tout le glam des prix, avec des finalistes, donc des finalistes, un gagnant, donc forcément des gens qui ne gagnent pas, mais donc on l'a joué un peu comme les Sobe Awards au Canada, à Halifax, donc avec un petit effet glam pour créer un peu d'attention médiatique autour de ce prix-là. Mais l'objectif pour nous, c'est de mousser forcément la carrière d'un artiste ou d'une artiste, mais nourrir la collection. Et donc, c'est avec la Fondation RBC. On est allé chercher de l'argent d'un mécène et on redistribue cet argent-là à tous les 2 ans vers un artiste. Donc, on est à la 2e édition. La première édition a été remportée par Diane Morin, je vais vous en parler de son travail dans quelques instants, et la 2e édition, l'exposition a lieu l'année prochaine de Carl Trahan, et on ne connaît pas encore tout à fait les impacts sur la carrière des artistes, parce que le prix, 3 années d'existence, mais je peux vous dire que depuis que Carl Trahan a remporté le prix, il est dans la Foire de Québec, il y a 2 articles qui sont parus sur son travail, et entre autres fait la une du magazine Spirale, qui est quand même pas... qui est quand même pas n'importe quoi sur la scène québécoise, mais qui est un musée, qui est une publication qui se défend bien sur la scène québécoise. Donc, le travail vous le connaissez peut-être, le travail de Diane Morin. Donc, depuis 1998, Diane Morin réalise des installations qui lient sa pratique à l'art cinétique au niveau média. Donc, il y a beaucoup une réflexion sur le cinéma dans son travail. Et on a pu acquérir la pièce qui est là, qui est Imbrication, qui est en ce moment en salle. D'ailleurs, toutes les œuvres que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est des acquisitions récentes, comme quoi, quand même, on essaye de faire... moi, je le vois comme un rattrapage, honnêtement. C'est un rattrapage parce que, pour ce qui est de l'art technologique ou numérique, historiquement, le musée ne s'est pas investi tant que ça, a fait des coûts de rattrapage, donc des investissements ponctuels, mais il y a toujours un délai entre ce qui se passe sur la scène et la vitesse avec laquelle on peut acquérir des œuvres. Par contre, avec Imbrication, on est assez fiers parce que dès qu'on a su que dès que le jury a stipulé que Diane Morin remportait le prix, j'ai tout de suite porté mon attention sur cette œuvre-là, donc qui est une œuvre qui utilise la théorie du 19e siècle sur la propagation de la lumière, mais avec des technologies d'aujourd'hui. Donc, ce qui est fascinant dans ce cas-là, je pense l'œuvre, on l'a acquis l'année dernière, et 2 jours après qu'on a annoncé que Diane Morin remportait le prix, et donc on investissait 100 000 $ dans sa carrière, cette œuvre-là remportait le prix de la meilleure œuvre remise par le Conseil des arts et des lettres du Québec pour la meilleure œuvre produite dans la région montréalaise. Donc, je pense qu'on ne pouvait pas être plus... disons que ça tombait bien. On est assez content de ça. Cela dit, l'œuvre est en salle en ce moment et fonctionne. Il y a 2 modes. Je n'ai pas la vidéo avec moi, mais donc c'est une série de rails avec des petits arbres, des LED qui sont programmés et qui se promènent comme ça, et donc qui créent un effet cinétique. Et donc, il y a 2 modes. Soit que les rails sont fixes ou ils se déplacent et ça crée une série de tableaux. En ce moment, l'œuvre est en mode fixe parce que mécaniquement, et ça c'est intéressant, mécaniquement, l'œuvre se détériore, pas tant plus vite qu'on aurait cru, mais à peu près à la vitesse à laquelle on aurait cru, c'est-à-dire que c'est une œuvre qui est quand même assez fragile. Et par contre, tout le volet numérique ou technologique fonctionne de façon impeccable. Donc, c'est vraiment la mécanique qui lâche. Cela dit, l'artiste elle-même nous a offert, entre le moment où elle a remporté le prix, donc on a statué que c'est l'œuvre qu'on voulait avec ce prix-là, ce qui vous donne à peu près, grosso modo, le prix qu'on l'a payé, mais ça, je ne suis pas supposé de le dire. L'artiste nous a offert de retravailler son œuvre, parce que c'est une œuvre qui avait été exposée pendant 5 semaines dans un centre d'artistes, et pas du tout après, et nous, on est en train d'exposer pendant 7 mois. Et donc, ce qu'il faut savoir là, c'est qu'on fait endurer
aux œuvres, quand on les présente, un régime pour lesquels elles sont à peu près pas prévues. C'est-à-dire que on a eu, dans le cadre de l'exposition installation, à fermer à différents moments, puis je pense que vous l'avez tous vécu peut-être, des portions d'exposition parce que il y a des œuvres qui ne fonctionnaient pas pendant une journée, 2 jours, et il y en a une même pendant presque 2 mois. Parce que le temps qu'on trouve la solution, 2 mois s'étaient écoulés, donc on a pu réouvrir la salle à la fin de la période la plus chaude de l'année, c'est-à-dire qu'on est passé 2 mois à l'été, et donc on a pu réouvrir la salle fin septembre. Donc, cette question de la performance puis de l'endurance des œuvres a été donc d'actualité et finit par moduler notre rapport au marché. Une œuvre comme, bon, ça c'est une nouvelle pièce de Diane Morin encore, une œuvre comme celle-ci de Mathieu Valade n'a pas l'air si technologique que ça, mais est régie par un motherboard à l'intérieur qui permet justement de moduler la course. C'est comme une bouée au sol, cette pièce-là. Et on a eu des difficultés avec elle parce que les premières fois que ça avait été présenté, le plafond était à peu près à 8 pieds. Et là, je vais changer en mètres, on la présente avec un plafond de 5,50 mètres. Et donc, la force gravitationnelle, même si elle est déposée au sol, a tout débalancé le système et ça nous a pris des semaines et des semaines avant de comprendre pourquoi. Donc, on l'a ouvert, on l'a refait, on l'a retravaillé avec l'artiste pour justement faire en sorte que ça fonctionne. Et une œuvre comme celle-ci de Manon Labret, qui est quand même une des pionnières de la vidéo au Canada, une des artistes importantes, est aussi une œuvre qui est à la fois mécanique et technologique, a aussi quelques problèmes légers qu'on a réussi à régler rapidement. Et là, je dois remercier... en fait, je fais une longue balle courbe, mais je remercie l'électricien en bâtiment qui nous a permis de solutionner le problème avec ces 2 œuvres-là. Et j'ai eu une discussion des plus fascinantes avec cet électricien-là, et je le remercie notamment pour sa curiosité. Il nous posait des questions, il essayait de comprendre. Pour lui, ce n'était pas une espèce de bidule qui rimait à rien. Au contraire, il voulait savoir ce que ça faisait, ce que ça devait faire, c'est quoi les effets qui étaient recherchés pour nous aider à solutionner le problème. Et à un moment donné, il m'a lâché une phrase que j'ai retenue. J'avais jamais réfléchi à ça comme ça. Mais il m'a dit, si je comprends bien, les œuvres que tu me montres, ce sont tous des prototypes. Et pour moi, ça a changé, ça a changé tout pour tout la manière de considérer ces œuvres-là. Parce que quand on les acquiert, pour nous, c'est un peu la fin du parcours. Et là, je ne suis pas en train de dire que les musées, c'est des miroirs. La preuve, on sont tous exposés, ces œuvres-là, en ce moment. Mais c'est un peu la fin du parcours. Et nous, on commence à la prendre en charge à ce niveau-là, à ce moment-là. Par contre, tous les tests qu'on associe à une production industrielle d'un prototype, ils n'ont pas nécessairement été faits. La plupart de ces œuvres-là ont la particularité d'être des bricolages. Des bricolages hyper sophistiqués, je l'entends, mais des bricolages quand même. Donc, notre équipe a fait tout en son possible pour les relever à chaque fois qu'elles tombaient, mais on se retrouve évidemment devant certaines limites, et c'est là que l'électricien en bâtiment est venu à notre rescousse, et vraiment, encore une fois, je ne pourrais jamais assez le dire, on le remercie beaucoup. Donc, cette perspective-là, parce que nous, on se retrouve à convoiter des objets qui sont des œuvres d'art, technologiques ou autres, ça peut être la sculpture, la peinture, du dessin, je l'ai dit tantôt, et donc on convoite cette œuvre-là pour pouvoir la présenter au public ou pour pouvoir la conserver, et donc on en fait l'acquisition, et c'est là qu'on se retrouve avec une série de problèmes qui ont à voir avec le fait qu'on n'est pas dans le domaine de l'industrialisation, on est dans le domaine de la création artistique, et donc forcément ces œuvres-là n'ont pas le vécu qui permettrait ensuite à un artiste de peut-être revoir son processus, son procédé, ses machines, pour en faire quelque chose qui pourrait durer davantage. Et là, je ne parle pas de problème, je sais que vous avez discuté beaucoup de migration, mutation, et je ne parle même pas de ça. Je parle de même, on acquiert l'œuvre, on l'achète, on veut la présenter, et parfois déjà, les problèmes commencent. Ce qui est fascinant aussi, c'est qu'on a des œuvres comme celle-ci, ce sont des vieux téléviseurs, et les œuvres, en fait, cette œuvre-là, on pensait qu'elle allait nous lâcher régulièrement, et donc c'est l'œuvre dont on s'attendait qu'elle soit la plus fragile et la moins performante, et c'est au contraire celle avec laquelle on n'a eu aucun problème, sinon que pendant le montage, on est allé à l'éco-centre chercher des vieux téléviseurs pour les rebrancher, et depuis ce temps-là, c'est impeccable. Par contre, une pièce comme celle-ci de David Blatherwick,
Donc, faut voir ces deux projections vidéo, et nous, on se retrouve au centre. C'est deux visages. David Bladderwick a filmé deux visages en leur demandant de tenir un sourire le plus longtemps possible. Il a commencé à filmer quand les visages commençaient un petit peu à devenir crispés et n'était plus capable de tenir la pose ou la mimique. Et donc, nous, on se retrouve à l'intérieur de ce ballet, et le ballet a duré 3 semaines. Pourtant, c'est une œuvre qu'on a déjà présentée, c'est une œuvre qui fait partie de la collection depuis 12 ans, 11 ans en fait, et celle-là avait été usinée. L'artiste a conceptualisé l'œuvre, il réalisé par quelqu'un qui est absolument habilité, et la plupart des pièces sont usinées, mais ça nous a pris plusieurs corps de métier avant de se rendre compte que la tige de métal qui fait en sorte que l'électricité se rend vers les deux vidéos envoyait 0,4 ampères de trop, ce qui faisait qu'il y avait une usure prématurée. Donc, on l'a fait réparer, ça a duré 3 semaines. On l'a fait réparer, ça a duré 3 semaines. On a fait venir plusieurs corps, un électro... comment ça s'appelle? Un ingénieur en électricité, qui c'était le 4e corps de métier ou de professionnels qu'on faisait venir, et c'est lui qui a fini par trouver le problème. Donc, on a refait faire les pièces en fonction de cette nouvelle réalité-là, mais on n'aurait plus jamais pu se douter de ce problème-là. Une des œuvres les plus, au Québec, une des œuvres les plus documentées, et d'ailleurs le groupe Molière a présenté cette pièce-là au Chili en 2007, une des pièces les plus documentées autour de la difficulté de conserver dans un musée une pièce numérique ou technologique, c'est Pod de Steve Becker. Cette pièce-là, c'est un champ de diodes lumineuses qui se promène, qui était à l'époque branché sur des capteurs. On a tous maintenant des niveaux dans nos téléphones, mais à l'époque, lui, il a réussi à brancher des niveaux, donc des espèces de capteurs qui captaient l'amplitude et la force du vent par Internet en 2003, par Internet, donc il faisait souffler à Toronto des vents qui soufflaient à Québec. Les capteurs, ça fait des années qu'ils n'existent plus, ils n'ont pas survécu autant, donc quand on a acheté l'œuvre, et je suis très content de dire qu'on l'a acheté à Steve, et à quelque part, ça a un peu relancé son travail, puisqu'on le voit beaucoup ces temps-ci, puis il y a une période de jachère entre les deux, donc pour nous, c'est ça aussi, contribuer au marché d'un artiste technologique ou numérique. Quand on a acheté cette œuvre-là, on s'est entendu tout de suite avec Steve qu'on n'essayait même pas de ressusciter le capteur, mais on a acquis aussi du data, des données de vent qui ont soufflé à Québec en 2003 et en 2004. Donc, ce qu'on peut voir en salle aujourd'hui, quand ça fonctionne, parce que ça roule sur un vieux G4 qu'on est en train de reconstruire. Oui, à chaque journée, on se dit, thank God, ça fonctionne encore. Mais il y a des petits glitches, et notamment des glitches qui proviennent de la présence des visiteurs. Parce qu'on peut pas le voir ici. En fait, de l'autre côté, il y a tout le filage qui court d'une boîte à l'autre. Et donc, quand les visiteurs arrivent, puis ils kickent un peu les boîtiers, mais ça joue sur les connexions et ça les a fragilisés. Donc, on est en train de revoir tout ça. Mais on a eu un moment d'angoisse totale, où quand on a branché la pièce il y a 1 an pour pouvoir prendre la photo qui est là pour la publication, ça fonctionnait. On rebranche 6 mois après l'œuvre en salle, il ne se passe plus rien. On a fait venir un spécialiste de Apple qui a ouvert l'ordinateur, il a sorti tout ce qu'il pouvait sortir, il n'a pas trouvé de problème, il a remis tout ce qu'il fallait remettre, il a refermé la boîte, il a pesé « on » et ça fonctionnait. Donc, on n'a aucune idée pourquoi. On n'a aucune idée pourquoi ça ne fonctionnait pas la première fois. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on est en train, là, en ce moment, de monter une équipe de spécialistes d'informatique et de l'histoire des ordinateurs, parce qu'évidemment, le G4 il a été modifié de toutes les manières pour pouvoir communiquer avec cette machine-là. Donc, on est en train de monter cette équipe-là pour faire en sorte que l'œuvre va pouvoir survivre et passer l'épreuve du temps. Et ce que j'ai failli de vous dire tantôt, puis j'ai oublié, je passe assez vite, c'est que au Québec, c'est l'œuvre qu'on donne en exemple à chaque fois qu'on veut, je l'ai dit, à chaque fois qu'on veut parler de la difficulté de conserver des œuvres, c'est l'exemple qu'on donne. Et nous, on l'a acheté sachant ça. On l'a acheté malgré le fait qu'on savait que c'est une pièce qui nous donnerait à peu près toutes les difficultés du monde pour pouvoir la préserver. Donc, j'en arrive à dire que le musée a un intérêt réel pour acquérir les prototypes dont je parle, pour acquérir des œuvres qui n'ont pas passé l'épreuve du temps, qui n'ont pas passé tous les tests, qui seraient aptes à la produire ou à en produire
en livrer un produit final et robuste et qui va fonctionner sans problème. Mais on est prêt donc à contribuer à ce marché-là, qui est un marché pour nous de prototypes. Mais on est très, très conscient aussi, c'est un peu comme quand on achète une maison, on la fait inspecter, et donc on décide des problèmes qu'on achète. Et donc, ça vient un peu moduler notre rapport au marché, parce que puisqu'on sait qu'on achète des prototypes, donc on place devant tous les problèmes, puis je sais que Geneviève du Musée des Beaux-Arts du Canada en a parlé, donc on place avant l'achat maintenant toute cette problématique-là autour de la question du prototype, on les place devant, et donc ça fait partie maintenant de l'approche qu'on a quand on veut acquérir une œuvre. Et oui, ça peut nous refroidir, et donc oui, ça peut aussi ralentir le type de la contribution qu'on peut faire au marché de l'art numérique. Par contre, les musées ont un intérêt véritable. J'ai hâte d'ailleurs d'entendre François parler de comment il gère tous ces problèmes-là, mais un musée comme le nôtre, en ce moment, n'a pas tout ce qu'il faut pour faire face à ce paradigme du prototype. Et ce paradigme-là du prototype, donc, est d'une part pas prêt de s'éteindre, mais aussi, il nous place continuellement devant des problèmes face auxquels on n'est jamais préparé, ne serait-ce parce que le problème ne vient jamais à la même place. Donc, il faut aller chercher. Nos techniciens sont aussi, et notre restaurateur, il y a une journée, il va faire une restauration sur un tableau de 1840, et le lendemain, il va aller faire de la soudure sur une pièce comme Steve Humbecker. Donc, ça nous place, nous, devant une difficulté de cet ordre-là, et donc, il faut constamment s'ajuster, mais on est très, très, très intéressé, on est intéressé aussi à aller chercher toutes les expertises qui vont nous permettre de faire survivre ou faire vivre ces œuvres-là. Mais pour nous, comme je le disais, participer au marché revient à acheter les problèmes auxquels on veut faire face, ça revient à choisir les problèmes auxquels on veut faire face, et même si on n'a pas la solution maintenant, on l'aura peut-être plus tard, donc on ne recule pas nécessairement, mais c'est sûr que ce dont le marché du prototype est fait, c'est un rapport à l'inconnu, un rapport au non solutionné. Et si on était en design industriel, puis si on était face à une production qui découle de procédés de post-conceptualisation aboutis, on n'aurait pas ces soucis-là. Cela dit, je répète, on ne veut pas ne pas y faire face, mais la posture du prototype module notre rapport au marché, puis ça contribue clairement à le ralentir. Par contre, ce qu'il faut savoir, et j'insiste là-dessus, et je vais terminer là-dessus, c'est que cette réalité-là ne freine pas non plus notre désir et la convoitise qu'on a de ces objets-là. La preuve, toutes les œuvres que vous venez de voir ont été acquises dans les 5 dernières années. Merci.